Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Sylvie Perrin, membre fondatrice de l'association Sol Solidaire. Sa mission, équiper les logements sociaux en panneaux solaires. Notre débat, il portera sur l'aménagement des bureaux. C'est quoi un bureau responsable? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Green E qui propose des chargeurs universels éco-responsables. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite. On découvre donc l'association Sol Solidaire avec l'une de ses fondatrices, Sylvie Perrin, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Peut-être pour commencer, alors je rappelle que vous êtes également associé chez De Gaulle Fleurance et Associés, c'est une société d'avocats. C'est quoi Sol Solidaire? Qui l'a créé? Qui sont les membres en quelque sorte? Alors, c'est une initiative qui avait été lancée à l'origine par le bureau d'études Techsol, présidé par André Joffre, et qui était un vrai croyant du bénéfice de la transition énergétique, notamment par le photovoltaïque, et de tous les avantages que pouvaient avoir les projets d'autoconsommation. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir conjuguer le projet social, environnemental, ensemble, et montrer comment ça pouvait être bénéfique à tous. Donc ça, c'était l'origine du projet, sur lequel évidemment moi je suis partie avec eux et notre société d'avocats De Gaulle Fleurance et Associés, parce qu'on trouvait que c'était vraiment très pertinent, étant déjà acteur du secteur d'énergie. Donc le projet, c'était de permettre, et c'est de permettre aux bénéficiaires de logements sociaux de réduire la facture énergétique en contribuant à financer l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments qu'ils habitent. Alors il y a aussi l'ADEME parmi les membres fondateurs, le groupe BPCE, l'Union sociale pour l'habitat, le syndicat professionnel Enerplan. Je les cite tous parce qu'il y a ce constat aussi qui est quand même très important et qu'on va faire ensemble, Sylvie Perrin, le constat de la précarité énergétique en France. Ça représente combien de personnes aujourd'hui, la précarité énergétique ? Aujourd'hui, c'est 7 millions de ménages qui sont en précarité énergétique. Donc c'est très important et d'où l'importance de ce projet-là. Et pour vous donner un peu une idée de ce que Sol Solidaire peut faire, avec un don de 500 €, on peut équiper, on peut faire un équipement solaire pour un foyer avec 2 enfants. Avec 50 000 €, on peut équiper un HLM avec de 100 logements. Et tout ça, ça fait une économie qui peut sembler faible, mais qui est pour la majorité des personnes, et notamment ceux en précarité, beaucoup, c'est-à-dire une économie de 200 € par an en facture électrique pendant 30 ans. Donc sur la durée de vie du projet, il y a une économie de 6 000 € pour les foyers en précarité énergétique. C'est ça l'idée de Sol Solidaire. Et c'est d'autant plus crucial qu'on le voit en étant plein dans l'actualité, les prix de l'électricité et de l'énergie en général sont en train de flamber. Donc cette situation de précarité énergétique, elle risque de s'aggraver, c'est ça ? Elle risque de s'aggraver, les montants augmentent et tout l'avantage d'avoir des projets solaires en autoconsommation, c'est qu'une fois qu'on a investi dans son projet sur sa toiture, eh bien, heureusement aujourd'hui, le soleil est gratuit, il n'est pas taxé, donc ça permet quand même d'avoir une facture qui ne bouge pas, une économie qui reste dans la durée. Et ce n'est pas neutre. Et d'ailleurs, l'association Sol Solidaire est lauréat, et on en est très heureux, lauréat régional de Stop à l'exclusion énergétique. Ensoleillons des vies, réchauffons les cœurs, c'est votre slogan. On va rentrer dans le concret. Vous en êtes où? Parce que vous avez levé, je crois, 150 000 €. L'objectif, c'est d'équiper environ 500 logements sociaux en panneaux solaires. Et vous nous l'avez dit, de réduire la facture d'électricité. Les premiers projets vont se déployer où?
Alors, d'abord, il faut remercier nos premiers sponsors parce que la première année de vie de la Sol Solidaire, c'était 2020. On a levé un peu plus de 150 000 euros. Il y a eu plusieurs sponsors qui nous ont tout de suite accompagnés. Vous avez nommé tout à l'heure ceux qui ont participé, qui ont été fondateurs et qui nous ont beaucoup aidés également. Mais ces donateurs sont importants. Nous avons la société Amarenco, Arémont, la Bred également, groupe bancaire, Enedis qui est intervenu, la société basée à Lyon, Enerlis, et GSE Intégration. Et grâce à eux, nous avons pu collecter une grande partie des 150 000 euros. Également, il faut noter que le bureau d'études Texol a fait un geste sur ses salaires pour avoir un arrondi solidaire, ce qu'on appelle l'arrondi solidaire. Et on a fait appel aussi à une plateforme de crowdfunding, donc de multiples donateurs privés ont aussi apporté parfois des tout petits montants, des plus gros, et ont participé également à cette solidarité. Donc aujourd'hui, grâce à ces 150 000 euros, eh bien, on peut installer des panneaux solaires sur 5 immeubles ou maisons qui vont abriter 500 logements sociaux. Les régions sont un petit peu, c'est disséminé, alors c'est le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que des régions d'ailleurs ensoleillées aussi, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et la Réunion. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que les bailleurs sociaux de ces immeubles vont s'engager à ce que les locataires réalisent en moyenne une économie de 20% sur leur facture d'électricité. Donc ça, c'est un aspect important. Voilà. Et alors peut-être, ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel à projet. Il y a 8 bailleurs sociaux qui ont été retenus par leur projet, qui ont pris cet engagement justement à l'égard de leurs locataires. Et les dotations de 2020 ont été juste récemment annoncées. Et vous avez par exemple Pluria Novilia sur différents bâtiments, Haute-Savoie Habitat, il y a également SIA Habitat, la ville de Besançon par le biais de plusieurs bailleurs sociaux, Opal LCI également. Donc ce sont les premières opérations 2020. Sylvie Perrin, je crois que vous lancez un nouvel appel d'offres. Qui peut candidater en quelque sorte? C'est quoi les critères? Les critères, c'est d'abord des personnes qui veulent bien, sur leur bâtiment, participer à l'installation de panneaux solaires, parce qu'évidemment, il faut lancer une infrastructure. Alors, Sol Solidaire apporte une partie des financements, permet la collecte de fonds ou de subventions au niveau régional quand c'est nécessaire, mais demande également aux bailleurs sociaux un engagement, même minimum financier, et surtout un engagement vis-à-vis de ces locataires. Donc ce sont nécessairement des bailleurs sociaux engagés. Après, tous les bailleurs sociaux peuvent répondre. Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais je voudrais bien comprendre. L'électricité qui est produite, elle est redistribuée aux locataires. Comment ça fonctionne en fait? Eh bien, vous avez un logement social. Sol Solidaire a collecté des fonds, a permis l'installation de panneaux solaires sur le bâtiment qui vont produire un certain nombre de kilowatts. Ça y aura donc dans les projets retenus, pour vous donner un peu une idée, ça va aller de tout. Ça dépend des toitures en fait, parce qu'il va y avoir une étude pour vérifier la taille, mais en général, on va avoir des projets qui vont être entre 50 et 200, 250 kilowatts crête, ce qu'on appelle les kilowatts crête. Donc ces projets sont installés. Quand il y a du soleil, ça permet d'alimenter le bâtiment. Il y a une clé de répartition qui est faite par le bailleur égalitaire entre tous les locataires. Et au lieu de payer une facture de 100, à la fin de l'année, ils auront une facture de 80 à payer parce qu'ils auront bénéficié de ce produit-là. Et après, s'il y a des kilowattheures qui sont en plus, à ce moment-là, nous, on demande, parce qu'on a fait cette donation, de récupérer ces kilowattheures complémentaires non utilisés, le cas échéant, pour les redistribuer, les revendre et avoir à nouveau des fonds pour des nouveaux projets. Donc voilà comment ça fonctionne. Oui, bien compris. Sol Solidaire qui contribue aussi au développement de la filière française, on peut dire ça, sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique d'une manière générale.
Oui, alors c'est vrai qu'on était dans le domaine de l'énergie souvent assez frustrés de la mécompréhension des projets d'autoconsommation qui étaient, il y a quelques années, vus comme des projets fermés, autocentrés. Donc on a voulu montrer avec les membres fondateurs et par Sol Solidaire qu'au contraire, l'autoconsommation, elle pouvait être un facteur de générosité, de partage en fonction des besoins de chacun. Donc oui, et ce sont des projets extrêmement intéressants. Si on couvrait beaucoup plus des bâtiments de solaire, on pourrait, même dans les régions qui ne sont pas ensoleillées, faire des économies très importantes. Merci beaucoup, merci Sylvie Perrin. Bon vent à Sol Solidaire, enfin plutôt bon soleil à Sol Solidaire, évidemment. Je voudrais aussi remercier quand même beaucoup les personnes qui nous soutiennent, les parrains de Sol Solidaire, puisque nous avons le plaisir d'avoir Jean-Pascal Zadi et Amel Chabi qui sont parrains de Sol Solidaire. Donc je voudrais finir en les remerciant et en vous remerciant également pour cette opportunité de présenter ce projet solidaire. J'allais les citer, vous l'avez fait à ma place, c'est très bien, la comédienne et le réalisateur et comédien. Merci beaucoup, bon vent et encore une fois bon soleil à Sol Solidaire. On passe à notre débat, on parle aménagement des bureaux. Notre débat RSE consacré à l'aménagement des bureaux. Je vous présente Marion Désert, bienvenue. Vous êtes cofondatrice de Fairspace, à vos côtés Thomas Parouti. Faut-il encore présenter Thomas Parouti, habitué de Smart Impact. Bienvenue Thomas, vous êtes le fondateur de l'agence Mieux. Peut-être un mot pour présenter Fairspace, c'est quoi? Alors Fairspace, c'est de l'aménagement d'espaces de travail durables. En toute simplicité, c'est-à-dire qu'on va aider les entreprises à aménager leurs espaces de travail avec du mobilier issu du réemploi, upcyclé, éco-conçu, éco-responsable, le tout de la manière la plus durable possible. Thomas Parouti, je suis chef d'entreprise, j'ai pas mal de mètres carrés de bureaux. Je me dis, tiens, je veux changer, je veux que mes bureaux deviennent responsables. C'est quoi la clé ? C'est exactement ce qui nous est arrivé, nous, il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, on avait des vieux fauteuils et on a souhaité les changer par du mobilier reconditionné. On a fait ce choix-là. Et donc, on a fait appel à Fairspace, qui est une initiative très intéressante. Mais sur les bureaux, en fait, comme sur tous les sujets d'achat, il faut qu'on se pose la question d'arrêter d'acheter du neuf, de taper dans les ressources naturelles. Et donc, quel est le meilleur moyen pour changer de mobilier ou d'ordinateur, de téléphone? Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a des entreprises qui achètent jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires. Et il faut absolument passer tous ces achats sur une nouvelle grille de lecture qui prend en compte le facteur environnemental et le facteur social. C'est-à-dire qu'on fait à la fois, évidemment, un geste pour la planète, ça c'est important, mais des économies, ça coûte moins cher. On peut faire en effet des économies sur le réemploi pur. En fait, forcément, entre un fauteuil neuf et un fauteuil qui a déjà vécu une première vie dans une entreprise, on va avoir un différentiel de prix assez intéressant. Et en plus, c'est de quel ordre? En fait, on va être ça va dépendre des produits, j'imagine. Ça dépend des produits, mais ça va être entre 30 et 50%, donc ce qui est quand même assez conséquent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour un budget à budget égal, on va pouvoir parfois monter aussi en gamme d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue qualité. Et typiquement, pour Thomas, on a installé des fauteuils qui étaient beaucoup plus ergonomiques que ce qu'ils avaient auparavant. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. On ne va pas oublier non plus le confort, les conditions de travail. Je vais poser une question. Ils sont en bon état? Ils sont en très bon état. Vous les récupérez en bon état? Vous les retapez? C'est quoi la logique, en fait, la filière, en quelque sorte? La filière, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écosystème qui est en train de se constituer. Et donc, du coup, on va avoir des partenaires qui vont récupérer ce mobilier et puis aussi également le remettre en état et, par exemple, réparer ou redémonter des fauteuils qui ont des accoudoirs qui sont abîmés, on remet en état. Et puis, on va avoir aussi la partie nettoyage qui est important sur les tissus, par exemple sur des fauteuils, qui n'est pas forcément présent sur les tables. Mais du coup, ce qu'on va avoir comme petit défaut, c'est des rayures sur des accoudoirs ou sur des piétements de table. Mais c'est des choses qui arrivent au bout de 6 mois dans une entreprise quand on a du mobilier neuf. Donc, en fait, la différence, elle est vraiment minime. On s'en rend à peine compte, quoi. C'est ça. Un constat, un chiffre, 4% de réemploi
dans le mobilier d'entreprise, 4%. Donc il y a du boulot, Thomas Parouti, c'est-à-dire qu'il y a une marge de progression pour ce secteur, pour cette façon d'être, quoi, qui est quand même énorme, quoi. Je n'imaginais pas que ce soit aussi bas. Ouais, c'est pour l'instant très faible, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de l'écosystème est au début de sa constitution. Aujourd'hui, sur les achats responsables, on sait acheter bio quand on est distributeur. Bertrand Siderski de Carrefour était là il n'y a pas très longtemps. Il expliquait plein de choses sur tout ce qu'ils font chez Carrefour. Quand on est spécialisé des achats, c'est facile d'aller sur des achats stratégiques et de commencer à évoluer. Aujourd'hui, le mobilier n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup les entreprises, alors que c'est hyper facile à mettre en place. Et typiquement, en plus, il y a des marques qui travaillent sur la durabilité des produits. Nous, on a acheté des fauteuils Steelcase, qui est une marque qui bosse sur les sujets de développement durable depuis 20 ans, 25 ans. Enfin, moi qui m'intéresse au sujet depuis longtemps, ça a toujours été une marque hyper innovante. Et c'est du matériel très ergonomique. Mais aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui pensent à donner ou se faire racheter le mobilier par des structures qui n'existent pas beaucoup. Il y a Valdelia, qui est l'éco-organisme du mobilier de bureau, qui est en train de faire plein d'efforts et qui part qui part dans tous les sens à raison pour essayer de capter ce flux. Mais il y a 11 ans, j'ai créé l'agence Mieux il y a 12 ans, et il s'avère qu'un copain m'a proposé de s'installer sur une péniche à Boulogne, parce qu'il avait acheté beaucoup d'espace et tout. Et un de mes amis, qui était DG d'une grande agence à Boulogne, me dit, nous on est en train de jeter plein de mobilier, viens. Et donc moi j'avais aménagé, à l'époque c'était complètement non structuré, 400 mètres carrés de bureau, qu'avec du mobilier d'occasion, qui était en plus plutôt très joli, parce qu'il y avait des designers, il y avait des créatifs dans ces agences-là. Donc voilà, aujourd'hui le marché n'existe pas, et il faut penser à chaque fois que je veux changer un produit, à qu'est-ce que je fais de l'ancien produit. Et donc nous, typiquement, nos anciens fauteuils sont repartis, vont être reconditionnés, vont repartir dans le cycle, et s'ils sont vraiment morts, foutus, pourris, etc., ils vont être démontés, et ensuite la partie métallique va être recyclée, la partie plastique va être recyclée, et on participe à une vraie économie circulaire du mobilier de bureau, mais qui aujourd'hui est totalement insuffisante. Il faut que les directions achats se posent des questions et commencent à aller sur des sujets comme ça. Ouais, ils sont foutus si vous faites comme Gaston Lagaffe et Jules de chez Smith en face quand ils font la course de fauteuils dans les couloirs. Pardon, mais en vous entendant, j'avais cette référence qui me venait. Il faut bien se marrer de temps en temps. Je redeviens sérieux. Vous l'avez évoqué, mais vous avez des partenaires. Il y a un marché, il y a des brokers en quelque sorte qui rachètent du mobilier et qui vous le proposent. Comment ça fonctionne ? En fait, on a un écosystème qui est déjà présent. En effet, il y a beaucoup de partenaires qui sont présents, que ce soit sur le réemploi ou également sur la partie upcycling. On vend aussi du mobilier upcyclé, c'est-à-dire du mobilier neuf, mais fabriqué à partir de matériaux qui sont destinés au rebut ou qui sont avec de matériaux recyclés. Et en fait, on a tout cet écosystème qui est en train de se créer, mais on n'avait pas forcément le lien avec les directions achats ou les directions immobilières d'entreprise. Et c'est en fait comme ça que Fairspice a été créé. Moi, je viens d'une direction RH où justement, je travaillais sur les espaces de travail, les sujets RSE. Et en fait, on ne pouvait pas assembler les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Fairspice, pour faire l'interlocuteur entre ces deux marchés qui ne communiquent pas actuellement ensemble. Est-ce que c'est un bon vecteur d'emploi aussi, ce marché ? Oui, sur le réemploi, on a un super vecteur d'emploi. Vraiment, la valeur ajoutée qu'on va avoir sur le réemploi et la valeur du produit, elle va être pas au niveau du produit, mais plutôt au niveau des personnes qui vont travailler pour ces produits et pour les remettre en état. C'est vraiment là-dessus qu'on va avoir de la valeur. C'est un marché de main-d'œuvre, quoi. C'est un marché de main-d'œuvre. Que ce soit sur l'upcycling ou le réemploi, en fait, c'est un vrai marché de main-d'œuvre. Quand on est sur l'upcycling, on a des designers derrière qui travaillent aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment là-dessus, quand on achète du réemploi ou de l'upcycling, on va acheter de la main-d'œuvre et de la qualité et de la production française, en fait, très intéressante. Donc, on va développer l'emploi local en travaillant sur ces sujets-là. Thomas Parouti, donc on parle de la structuration de cette filière. Les pouvoirs publics, que ce soit l'État, que ce soit des collectivités locales, est-ce qu'ils s'emparent de cette question ? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a les écomères, qui est une initiative qui a été lancée il y a très longtemps. Et les pouvoirs publics devraient être les premiers à agir là-dessus. On vient de dire, ça crée de l'emploi. Parce que, il y a plein de bonnes cases à cocher, quoi. Bien sûr. Il y a la case carbone. Je réduis mon bilan carbone parce que j'achète un smartphone reconditionné
il va être 6 fois moins carboné qu'un smartphone tout neuf. Et il y a effectivement la notion du social. Et surtout qu'en plus, cette filière travaille souvent avec des ESAT, avec de l'ESS, avec des entreprises qui font travailler plein de gens. 10 000 tonnes de déchets mobiliers, c'est soit on les brûle et c'est un emploi, soit on va les restructurer, les upcycler, les reconditionner, et à ce moment-là, c'est 390 personnes qui travaillent. Donc ça n'a rien à voir. Donc bilan environnemental et social, c'est totalement différent et c'est ultra positif. C'est pour ça que je pense que le sujet du mobilier est un sujet facile à prendre en main et que les entreprises doivent s'en saisir, comme elles ont commencé à se saisir des sujets liés au numérique responsable et évidemment à leurs achats stratégiques. Est-ce que la période vous est favorable? Et je n'ai pas forcément la réponse à la question, parce que il y a tout un questionnement des grandes entreprises, même de quelle que soit leur taille, sur le nombre de mètres carrés dont elles ont besoin avec le développement du télétravail. Est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça vous dessert? En fait, justement, c'est la période idéale pour repenser leurs espaces de travail. Les entreprises sont en train de les repenser, de réduire leurs mètres carrés, mais pas forcément les réduire. Parfois, c'est aussi... des mètres carrés de bureaux se transforment en mètres carrés pour des espaces collaboratifs. Oui, c'est les réaménager, les réinventer. Les réinventer, parce que du coup, maintenant, avec cette période, on s'est rendu compte que l'espace de travail, c'est de plus en plus un espace social, c'est vraiment un lieu où on a besoin de se rencontrer. Et donc, du coup, on doit repenser nos espaces. Et c'est du coup dans cette vibe-là, entre guillemets, que nous, on s'installe. Puisque du coup, on n'aménage pas que du fauteuil, que du bureau. Justement, on a aussi cette vocation à aménager des espaces restauration, des espaces de réunion, des espaces détente. Puisque dans le durable, on n'a pas que le fauteuil et le bureau, on a aussi le canapé, les fauteuils classiques et tout ce qui est restauration. Le lien avec l'alimentaire est intéressant. Parce que là aussi, il y a de l'environnemental et du social. C'est facile d'acheter bio, des capsules café bio, etc. Après, l'étape d'après, c'est par exemple d'acheter des cafés joyeux, qui, vous connaissez à la fois un restaurant, mais aussi ils vendent sur Internet en grains ou en capsules. Donc ils emploient du personnel handicapé. Du personnel handicapé, atteint de trisomie, etc. Donc je crois que tous les achats doivent être repensés. Globalement, le sujet des achats environnementaux, on sait faire. On sait imprimer sur du papier recyclé. Par contre, travailler avec un ESAT ou participer à un bénéfice social, travailler sur l'inclusion, notamment des personnes handicapées, ou des personnes éloignées de l'emploi, c'est ça le next step, et il faut y aller très vite. Ouais, parce que Thomas, c'est plus facile d'acheter mieux ou d'acheter responsable que de changer carrément la conception, la façon de produire. On peut dire ça aussi. En fait, l'acheteur a énormément de pouvoir parce qu'il peut mettre la pression sur ses fournisseurs. Les fournisseurs sont en capacité de se réinventer, mais c'est un sacré changement culturel, que ce soit pour les directions achats, qui ont toujours acheté la même chose. Enfin, globalement, chaque année, il y a l'appel d'offres et on va acheter du textile. Après, acheter du textile qui va être un peu bio, par exemple, ou fabriqué en France. Voilà, c'est un changement d'état d'esprit. Et donc, ça veut dire que tous les fournisseurs doivent changer leur mindset aussi. Je rappelle juste que 86% des contrats entre les grandes et les petites entreprises ont ces mentions environnementales et sociales. 86%. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises s'y mettent, à la fois les grandes et les petites, et dans ces deals, il y a de plus en plus d'éléments qui participent à la préservation des ressources et au bénéfice de l'inclusion sociale. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter. Moi, je retiens quand même que 4% de réemploi dans le mobilier d'entreprise. Il y a du boulot. Il y a une belle marge de progression et donc du travail pour faire space. Merci à tous les deux. Je rappelle que le grand... Tiens, on a 20 secondes. Le grand défi, c'est quoi le grand défi? Le grand défi, c'est l'équivalent de la Convention citoyenne climat, mais côté entreprise. Et donc, c'est des entreprises avec différents collèges qui sont en train de se structurer, qui vont réfléchir et faire des propositions sur comment on avance sur les prochaines années, comment on va décarboner nos activités, avec à la fois des chercheurs, à la fois des gens qui viennent du monde du syndicalisme, et évidemment des chefs d'entreprise, des dirigeants, des cadres qui vont réfléchir tous ensemble au monde de demain, et du coup ça peut impacter, l'idée c'est d'impacter la campagne présidentielle, évidemment, pour avoir des nouvelles propositions plus ambitieuses. On suivra ça, merci beaucoup, merci à tous les deux. Encore une fois, on passe à Smart IDs. Tiens, on va s'intéresser aux chargeurs de notre téléphone notamment. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
Smart Ideas avec aujourd'hui Guillaume Mency, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Green E, marque créée en 2016. Rappelez-nous l'idée en quelques mots. Prise de conscience au lendemain de la COP21 que nous fabriquions des produits qui n'étaient pas tout à fait recyclables, voire qui étaient même plutôt polluants. Et donc on a décidé de revoir la copie entièrement, de fond en comble. Qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? Qu'est-ce que c'est des matériaux recyclables? Quelles sont les filières de recyclage? Et on a totalement reconstruit notre offre autour de ces piliers. Alors vous êtes venu avec un chargeur de téléphone. Hein. C'est quoi un chargeur responsable? Expliquez-nous. Un chargeur éco-responsable ou éco-designé ou qui fait fruit de l'éco-conception, c'est quoi? C'est avoir le moins de moules possible déjà. C'est-à-dire avoir le moins de matières qui s'enquillent les unes dans les autres, parce que pour les trier, les broyer, etc., c'est très compliqué. Et lorsque vous avez par exemple ce type de chargeur, donc qui va être thermosoudé lors de la fabrication, qui va passer la norme CE qui est totalement en conformité, en fait, pour le recycleur, il va tout simplement mettre un coup de pointeau ici qui va séparer la matière, et on va avoir donc un boîtier qui aurait reçu une impression au laser, donc il n'y a pas d'encre, il n'y a pas de chimie, donc il peut immédiatement le mettre au broyage, créer des paillettes et repartir pour être recyclé ou réemployé dans l'économie dite circulaire. C'est la même chose pour le circuit imprimé et l'autre partie. D'accord. Vous êtes venu aussi avec un emballage. Alors à quoi il sert et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un emballage où on s'est dit comment est-ce qu'on peut aider le consommateur à pouvoir s'assurer que son ancien câble, son ancien chargeur qui ne fonctionne plus, va être bien retourné dans un circuit qui va le recycler. Et puis on s'est dit en fait que notre emballage, alors c'est un emballage qui est biosourcé, qui est totalement recyclable et biodégradable. En fait, on invite le consommateur à insérer son ancien câble, son ancien chargeur. On fournit une étiquette imprimée en papier FSC, avec encre de soja. On va vraiment très très loin dans l'élaboration. Et en fait, cette étiquette transforme l'emballage en lettre T. Donc le consommateur peut poster n'importe où son ancien câble, son ancien chargeur. Ça ne lui coûte rien, ça lui coûte rien. Il n'y a pas de timbre à mettre. Oui, parce qu'en fait, un câble qui ne fonctionne plus, il a quand même une certaine valeur. Vous avez du cuivre, vous avez de l'or, vous avez des métaux rares. Et on a un partenaire en Normandie en fait, qui s'occupe de collecter, recycler et remettre tous ces déchets électroniques dans l'économie circulaire. Un chargeur universel, il y a une décision européenne qui vient de tomber. Est-ce que ça vous semble... Alors évidemment, pour vous, j'imagine que ça vous porte, mais est-ce que c'est si simple à mettre en place? Alors, sur le fond, l'idée, c'est une vieille idée. On parle de 2009 jusqu'à aujourd'hui, et il a fallu un certain temps pour que l'Europe prenne une décision définitive. Sur le fond, c'est plutôt une bonne idée. D'avoir un seul connecteur pour l'ensemble des appareils, c'est plutôt une décision responsable qui va réduire les déchets. C'est malheureusement en même temps méconnaître certains appareils. Par exemple, si vous avez un appareil photo, une enceinte Bluetooth, enceinte connectée, casque, vous pouvez recharger, vous n'avez pas besoin d'une puissance particulière. En revanche, dans les smartphones, vous allez avoir chaque marque qui va développer son propre protocole de charge. Et là, vous n'avez pas d'interopérabilité d'un fabricant à un autre. Et moi, je suis un petit peu inquiet. Il va falloir qu'on réfléchisse, nous, fabricants, à comment est-ce qu'on peut orienter le consommateur vers un chargeur qui pourra alimenter son ordinateur, alimenter son smartphone. On a aussi des nouveaux appareils comme les téléviseurs qui sont alimentés maintenant par des connectiques USB-C. Donc oui, c'est un effet d'aubaine pour nous. Maintenant, il va falloir qu'on aide le consommateur à faire le bon choix. Mais c'était une demande des consommateurs. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins confrontés à cet agacement de ne pas pouvoir réutiliser un chargeur en changeant de téléphone. C'est exact, mais il y a 4 ou 5 ans, l'Internet n'était pas autant développé, les applications n'existaient pas comme elles le sont aujourd'hui. La Covid a accéléré le sans-contact et l'usage des applications. Et puis on a une nouvelle technologie qui n'est pas encore installée partout, qui est la 5G. La 5G est énergivore et on n'imagine pas se retrouver avec 15% de batterie à la fin de la journée. Il faut recharger très vite son appareil. Donc il faut des chargeurs rapides. Et là, d'un fabricant à un autre, on n'a pas la même technologie. Merci beaucoup, merci Guillaume Mency, bon vent à Green E. Je voudrais remercier également l'équipe de Smart Impact, Joséphine Dacoury qui produit, qui programme cette émission, Carla Perruchon à ses côtés aujourd'hui. À la réalisation, c'était Romain Luc et au son Guillaume Sulowski. Je vous dis à très vite sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.